Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Égypte, au-delà de sa puissance symbolique et de son héritage millénaire, incarne aujourd'hui une tension permanente entre centralité stratégique et fragilité systémique. C'est ce paradoxe qui doit guider toute analyse de sa trajectoire géopolitique actuelle. La première évidence, c'est la position exceptionnelle de l'Égypte, carrefour entre l'Afrique, le Moyen-Orient et la Méditerranée. Elle est à la fois trait d'union et ligne de fracture. Le canal de Suez, véritable artère du commerce mondial, lui confère un poids logistique unique. Ce levier n'est pas simplement économique, il est aussi diplomatique et militaire. Le Caire utilise cette rente géographique pour projeter de l'influence, attirer des investissements et négocier sa place avec les grandes puissances. Mais cette neutralité masque des lignes de faille. L'économie égyptienne reste sous perfusion, dépendante des financements du Golfe et des aides conditionnées. La dette extérieure explose, l'inflation mine le pouvoir d'achat et les inégalités territoriales s'accroissent. Le déficit commercial aujourd'hui représente plus de 40 milliards d'euros. À cela, une inflation galopante de plus de 33%. Il faut aussi noter une pression démographique importante, concentrée sur une fraction minime du territoire. L'Égypte aujourd'hui reste le pays le plus peuplé du Moyen-Orient, avec plus de 107 millions d'habitants. Par ailleurs, le pays fait aussi face à un stress hydrique critique exacerbé par les tensions avec l'Éthiopie autour du barrage de la Renaissance. Ce barrage menace l'approvisionnement en eau de l'Égypte qui dépend à 97% du Nil pour ses besoins en eau. L'Égypte et le Soudan ont par ailleurs contesté l'accord de 2010 en invoquant notamment leurs droits historiques sur les eaux du Nil. Au niveau militaire, l'Égypte dispose d'une armée robuste, autonome sur certains segments, capable de projection régionale. Considérée comme la première puissance militaire du monde arabe, elle joue un rôle stabilisateur dans les zones comme la Libye, le Sinaï ou la Corne de l'Afrique. Ainsi, elle fournira un appui militaire et logistique à l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Par ailleurs, lors de l'éclatement du conflit au Soudan, l'Égypte enverra ses forces militaires égyptiennes pour former les partisans d'Al-Bourhan, notamment lors de la tentative de la prise de l'aéroport de Mérovée par les forces de soutien rapide. À cela aussi s'ajoutent divers accords de coopération sécuritaire et militaire signés avec ses voisins, notamment la Somalie, l'Érythrée ou Israël. Dans les prochains mois, les militaires égyptiens intégreront la mission d'appui et de stabilisation de l'Union en Somalie. Enfin, l'Égypte assure aussi un soutien logistique à l'opération Aspide, destinée à protéger la mer Rouge. Mais ce rôle militaire est indissociable d'un verrouillage politique interne. Le régime repose sur une logique autoritaire, contrôlée par l'institution militaire, avec une répression généralisée de la société civile. Ce choix de stabilité par la contrainte limite la résilience à long terme. L'Égypte mène aussi une diplomatie marquée par une logique de sécurisation des relations extérieures. Le gouvernement égyptien s'oppose ici comme un rempart contre ses voisins turcs et iraniens et instrumentalise la menace terroriste multiforme pour légitimer son orientation sécuritaire. Alors la menace ici, c'est dans le Sinaï, Daesh el-Wilayet, Al-Qaïda et Daesh en Libye, les Chebab en Somalie ou bien Boko Haram dans le Sahel. La politique étrangère égyptienne, sous l'autorité directe des services de renseignement et de la direction de sécurité nationale, gère donc les grands dossiers de médiation régionale, reléguant ainsi le ministère des Affaires étrangères égyptien au second plan. L'Égypte semble davantage ici réagir aux événements. Merci. L'Égypte semble davantage ici réagir aux événements plutôt qu'anticiper les transformations régionales et internationales. Alors, bien que fragilisée de l'intérieur, l'Égypte cherche à réaffirmer son statut d'acteur incontournable sur la scène régionale. Alors, bien évidemment, cette politique du Caire est marquée par une forme de pragmatisme, des alliances variables avec les monarchies du Golfe, une diplomatie énergétique en Méditerranée orientale, mais surtout un rôle ambivalent dans la question palestinienne. Concernant les relations avec les pays du Golfe, elles sont essentiellement économiques. En effet, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont investi plus de 30 milliards d'euros dans divers projets économiques, touristiques et d'infrastructures. Cependant, ces relations ici sont marquées par une défiance en raison de la volonté des pays du Golfe de s'immiscer dans les dossiers de négociation où l'Égypte joue actuellement un rôle important. À cela s'ajoute aussi la méfiance de leur stratégie d'influence culturelle et culturelle sur le territoire égyptien. L'Égypte craint ici une exportation des idéologies salafistes et wahhabites sur le territoire. Concernant la relation avec Israël, eh bien, pour rappel, l'Égypte a été le premier pays à reconnaître l'État hébreu, notamment lors des accords de Camp David en 1978.
Pour Israël, l'Égypte est un partenaire fiable et de confiance. L'Égypte a par ailleurs signé plusieurs accords économiques et énergétiques, tels que la liquéfaction notamment du gaz israélien. Il y a par ailleurs une coopération sécuritaire entre les services de renseignement égyptiens, le Mukhabarat, et les services de renseignement israéliens, le Mossad et le Shin Bet. Quant à la question palestinienne, à ce stade, la diplomatie égyptienne se contente uniquement de rappeler une solution à 2 États et une reconnaissance des droits palestiniens. Concernant la France, aujourd'hui, elle réaffirme son soutien à l'Égypte en soutenant le plan arabe. Il faut aussi noter que cette guerre, aujourd'hui, profite au gouvernement d'Al-Sisi, qui a vu, à son niveau, l'affaiblissement de ses principaux adversaires, à savoir le Hezbollah, qui serait considéré comme, notamment, un proxy de l'Iran. Au niveau de la mer Rouge, M. Ali notamment l'avait évoqué, la mer Rouge et le golfe d'Aden sont des centres névralgiques du commerce maritime. Ils représentent ainsi 10% du trafic mondial. Les attaques des Houthis dans le détroit de Bab el-Mandeb ont entraîné une baisse de revenus à hauteur de 60% au niveau du canal de Suez. L'Égypte n'engagera aucune action militaire directe contre le Yémen, pour la simple et unique raison que pour elle, la sécurité du trafic commercial en mer Rouge est un problème international pour l'Égypte. Et que si les Houthis arrêtent leurs attaques, c'est tout simplement qu'il faut un cessez-le-feu. Alors ce point névralgique pour l'Égypte reste aussi un enjeu géostratégique pour les pays voisins qui souhaitent aussi contrôler les voies maritimes ainsi que les ressources. En 2023, l'Éthiopie a signé un accord avec le Somaliland pour accéder au port de Berbera. En contrepartie, ils ont reconnu l'État du Somaliland. En réaction, l'Égypte, la Somalie et l'Érythrée adoptent ici une stratégie d'encerclement à l'égard de l'Éthiopie dans la zone. Alors, les Émirats arabes unis ont par ailleurs consolidé leur positionnement par la construction de ports et de bases militaires. Israël, via la base militaire d'Elat, assure ici la surveillance des voies maritimes stratégiques du détroit de Bab el-Mandeb et du canal de Suez. Concernant le Liban, alors le Liban, l'Égypte clairement souhaite s'engager dans la construction d'un nouveau partenariat régional. Pour elle, le gouvernement égyptien se mobilise ici pour la reconstruction du Liban, notamment en organisant des sommets. Concernant la Syrie, la récente prise du pouvoir de Abu Mohamed al-Jolani, chef du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Ham, est perçue ici comme une menace potentielle en raison du risque d'exportation du terrorisme vers la Libye et in fine vers l'Égypte. Donc le gouvernement égyptien ici surveille de près l'évolution de la nouvelle politique syrienne. Concernant la Turquie, elle constitue clairement une menace régionale, en raison donc du bail de 99 ans obtenu pour la gestion de l'île de Souakin, non loin de la frontière soudano-égyptienne, mais surtout, la Turquie est considérée comme étant un proxy, notamment du Qatar, on l'a vu en Libye, puisqu'elle serait susceptible ici de soutenir les frères musulmans et les divers mouvements islamiques au Soudan et en Somalie. Au niveau notamment d'un partenariat avec l'Union européenne, l'Égypte clairement est liée par différents accords d'association et de politique européenne de voisinage. On note notamment l'initiative Euromed. Alors bien évidemment, l'Égypte est un partenaire important puisqu'elle permet de lutter ici contre l'immigration illégale. Elle peut être aussi considérée comme un point de transit potentiel pour les migrants en provenance du Sahel et de la Corne de l'Afrique. Et aussi, en matière de coopération sécuritaire, l'Égypte a développé une forme de culture de renseignement qui lui permet de lutter efficacement contre les menaces terroristes. Alors clairement, l'Égypte ici tente de maximiser son influence sans toujours disposer des moyens structurels pour le faire. Ce multi-alignement tactique fonctionne à court terme, mais ne répond pas aux défis stratégiques de moyen terme. Alors ici, dans le cadre, on va dire, d'une prospective, plusieurs trajectoires sont envisageables. Alors quelles sont-elles ? Un scénario de stabilisation autoritaire est possible, tant que les flux financiers extérieurs se maintiennent. Mais il reste fragile. Une crise multidimensionnelle, économique, sociale et diplomatique n'est pas à exclure. À l'inverse, une dynamique d'adaptation existe, fondée sur un repositionnement régional plus coopératif, des partenariats méditerranéens et africains renforcés, ainsi que des leviers sectoriels comme l'agriculture durable, la gestion de l'eau ou l'énergie renouvelable. Ainsi, la résolution du conflit de l'eau qui oppose l'Éthiopie et les pays de voisins permettrait ici de garantir la sécurité hybride des pays concernés. C'est dans cette perspective qu'il faut penser les leviers d'action, non pas dans une logique de sauvetage d'un régime, mais dans une approche d'investissement sur le long terme dans les capacités locales. À ce titre, quelles sont les responsabilités clairement de l'Égypte? Alors bien évidemment, l'Égypte est attendue sur plusieurs fronts. D'abord en Afrique, où elle a retrouvé une place après des années de retrait. La présidence tournante de l'Union africaine en 2019 a été un signal. Le Caire cherche désormais à peser sur les dossiers sécuritaires du continent, notamment le Sahel et la Corne de l'Afrique. Mais cette réaffirmation africaine passe aussi par la gestion du Nil, question existentielle pour les pays.
Le conflit autour du barrage de la Renaissance montre ici les limites de la diplomatie classique. Il appelle à inventer des formes de coopération plus techniques, scientifiques et transparentes. Ensuite, en Méditerranée, l'Égypte joue un rôle ici plutôt au niveau comme étant une forme de hub énergétique. Pourquoi? Parce qu'elle va tout simplement jouer la carte énergétique. Depuis la découverte du gisement gazier de Zohr, elle a repositionné sa diplomatie maritime, tissé des alliances avec Chypre, Israël et la Grèce. Mais surtout, eh bien, elle souhaite aussi s'imposer comme un leader en termes d'exportation, notamment de gaz liquéfié. Cependant, elle s'opposera aussi à d'autres ambitions régionales, notamment la Turquie, ce qui aboutit aussi à une forme de logique de rivalité larvée. Enfin, l'Égypte est aussi engagée dans une forme de diplomatie sécuritaire avec les monarchies du Golfe. Les Émirats et l'Arabie saoudite sont devenus des bailleurs essentiels. Ce soutien financier s'accompagne de convergences, mais aussi de désaccords. Sur le Yémen, le Soudan ou la Libye, l'Égypte tente de préserver une autonomie relative. Mais cette autonomie est fragilisée aujourd'hui par une dette extérieure importante et une économie sous pression. Alors ce qui se joue ici est la capacité d'un acteur régional à tenir son rond sans perdre sa souveraineté. L'Égypte projette de la puissance, mais sur une base instable. Elle offre des garanties sécuritaires, mais son tissu social se fissure. Elle mène une diplomatie active, mais ses marges de manœuvre réelles sont étroites. Alors, quelle lecture tirer de cette complexité? D'abord, que la stabilité de l'Égypte n'est pas une donnée figée. Elle se construit au jour le jour dans un équilibre précaire entre rente géographique, soutien extérieur et verrouillage intérieur. Ensuite, que ses responsabilités régionales ne peuvent pas reposer uniquement sur la dissuasion ou la coercition. Il faut donc des formes de coopération moins extractives, plus systémiques, inscrites dans le temps long. Cela donc passe par des leviers précis. Renforcer la diplomatie scientifique sur le Nil, appuyer la transition énergétique, sécuriser les infrastructures critiques face aux risques cyber, investir dans les villes secondaires où émergent ces nouvelles formes de résilience sociale malgré la répression. Et surtout, sortir d'une lecture purement sécuritaire pour penser l'Égypte comme un partenaire à part entière, capable d'innover, de coopérer et de s'adapter. En conclusion, alors, dans ce contexte géopolitique, l'Égypte reste un acteur surveillé sur la scène internationale. La politique d'Al-Sisi met un point d'honneur à maintenir ses relations bilatérales avec ses voisins, mais aussi en adéquation avec la politique étrangère américaine. Entre la stratégie de survie du régime, les crises économiques, les tensions internes et les conflits à ses frontières, l'Égypte reste un pays politiquement fragile. Le positionnement de l'Égypte comme principal médiateur dans les conflits lui permettrait de légitimer sa position sur la scène régionale. Cependant, l'absence de perspective donc de paix dans cette région risque aussi d'avoir un impact sur le régime actuel, mais aussi sur les intérêts des pays occidentaux qui considèrent l'Égypte comme un partenaire fiable. Et je termine avec deux citations de deux personnalités égyptiennes. Anwar el-Sadat disait « La paix est un choix, et je choisis la paix. La question, quel est l'avenir pour la paix ?» Et Gamal Abdel Nasser, à son tour, disait « Les solutions réelles aux problèmes d'un peuple ne peuvent être calquées sur les expériences d'un autre peuple. » Eh bien, ces citations mettent aussi en lumière les défis complexes auxquels l'Égypte est confrontée, tant sur le plan intérieur qu'international. Je vous remercie.